Bonjour, bonsoir. Vous m'entendez un peu, pas trop, beaucoup? Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui donc au centre de congrès Pierre Baudis. Alors nous allons vivre un moment un petit peu solennel puisque c'est le traditionnel forum des grands maîtres. Vous avez devant vous les grands maîtres et grandes maîtresses des différentes obédiences. Alors pour ceux qui ne sont pas trop au fait de ce qui se passe en maçonnerie, une obédience est une grande association qui regroupe un certain nombre de loges. Et donc là, nous avons des obédiences qui ont beaucoup de loges, comme par exemple le Grand Orient où il y en a 1500, d'autres qui sont un petit peu moins nombreuses, mais qui ont tout à fait, qui sont reconnues et qui se reconnaissent entre elles. Voilà. Donc nous allons faire un petit tour dans la maçonnerie française en général, avec ces grands maîtres qui sont venus donc pour effectivement se faire connaître et vous montrer un peu quelles sont les différentes obédiences. Et surtout, ces obédiences sont très différentes les unes par rapport aux autres. Et c'est l'occasion de découvrir quelles sont les spécificités de chacune de ces obédiences. Merci d'être venus nombreux. Gardez votre casque puisque c'est une conférence muette ou silencieuse, ce qui est assez incroyable, assez extraordinaire. Et donc, nous allons commencer. Bonjour Bernard de Coquer-Suarez. Bonjour. Alors, faites attention à bien parler dans le micro. Merci. Et donc, vous représentez la Grande Loge Mixte Universelle. Voilà. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier dans cet alignement, bien sage. On va commencer par la Grande Loge Mixte Universelle. Donc, Bernard, qu'est-ce que c'est que cette Grande Loge Mixte Universelle? On a compris qu'elle était mixte déjà. Tout à fait. Donc tout d'abord, bonjour mesdames et messieurs. Effectivement, je suis le grand maître de la Grande Loge Mixte Universelle. 1700, on peut dire 1723, création, constitution d'Anderson, 250 ans après, 1973, création de la Grande Loge Mixte Universelle, qui a marqué une rupture dans le monde maçonnique à cette époque. La Grande Loge Mixte Universelle, on peut dire, vient des événements de 1968 contre tout ce qui était hiérarchie au niveau des obédiences maçonniques. La Grande Loge Mixte Universelle a été créée donc en tant qu'obédience mixte, qui a travaillé, alors là on rentre un peu dans la technique, au rite français. C'était la première obédience qui a permis aux femmes et aux sœurs de travailler au rite français, qui est le rite de référence de notre obédience et d'autres obédiences ici amies. Voilà. Donc notre obédience a été une obédience qui a fait rupture un petit peu avec le monde maçonnique de l'époque, par le fait donc qu'il se réclamait républicaine, la défense de la laïcité, pour la mixité, l'égalité de droits des hommes et des femmes dans la société. Aujourd'hui, la Grande Loge Mixte Universelle continue et toujours dans cette même direction. On travaille à deux rites dans notre obédience, au rite français et au rite écossais ancien accepté. Et le rite officiel est bien sûr le rite français. Donc la Grande Loge Mixte Universelle est répartie dans toute la France, aussi en Martinique et en Guadeloupe, à La Réunion, et on a aussi des loges en Lettonie. Voilà, merci. On va essayer de rester sur ce volume horaire, hein, 5 minutes pour pouvoir se présenter. Déjà, 10 x 5, ça fait 50 si je ne m'abuse, ça va faire pas mal. Donc maintenant, la parole, on passe le micro. Vous passez le micro à votre voisin de gauche, qui s'appelle Alain Jean et qui lui représente la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, la GLTLS Opéra. Le nom est connu des maçons depuis longtemps. Alors là, on n'est plus du tout dans la mixité. Non. Bonjour à toutes et à tous. La Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra est une loge masculine et nous recevons une fois par an des loges mixtes ou féminines lors de certaines tenues. Tout d'abord, je ne suis pas le grand maître de la GLTSO, je suis au Grand Collège et Philippe Cangémy, qui est le grand maître, qui habite Toulouse et malheureusement pris sur Paris.
La Grande Loge traditionnelle et symbolique et opéra, en fait, très souvent on dit que c'est la plus petite des grandes loges reconnues et donc on est dans toutes les instances nationales et on est très heureux aussi d'être invité et de participer aussi à ce salon. C'est un peu moins de 5000 frères, 250 loges et nous sommes répartis un peu partout en France, en Espagne, en Italie, à Madagascar et on a impulsé la création de la Grande Loge traditionnelle et symbolique d'Afrique. Donc on est en relation avec eux. On est aussi en Belgique et en Angleterre. Voilà, bon. Ce n'est pas un opéra de 4 sous. Hein. Bonjour Pierre Gounarret. Alors là non plus, on n'est pas dans la mixité du tout avec la Grande Loge nationale française. Non, plutôt on se connaît, comment vas-tu d'abord? Plutôt que de te dire ce qu'on n'est pas, je vais te dire ce qu'on est. D'accord, on y va, allons-y. Nous sommes la Grande Loge française. Je suis Pierre Gounarret, grand maître provincial d'Occitanie, qui est en fait l'ancien Midi-Pyrénées, où on est 2000 frères, et sur la France, nous sommes 34 000. France, Outre-mer et divers secteurs. Nous sommes des loges de tradition, nous sommes des loges accrochées aux traditions et aux valeurs de la reconnaissance et de la régularité. Sous-entendu que dans la règle en 12 points, le premier des points c'est la croyance en un Dieu, grand architecte de l'univers, et l'engagement d'être simplement des hommes, voilà, suite aux traditions anglaises dont nous sommes à peu près présents au travers de la Grande Loge d'Angleterre, qui est notre loge mère, dans 188 pays dans le monde. Nous sommes environ 2,3 millions francs-maçons reconnus réguliers sur la surface de la planète. Très bien, merci. On verra après pour la suite. Alors bonjour Brigitte Nabé. Alors là aussi il va y avoir un problème de mixité, mais peut-être dans le sens inverse, puisque vous représentez la Grande Loge féminine française, oui. Voilà qui. Alors je vais vous expliquer, il n'y a pas du tout de problème. Il n'y a pas du tout de problème. Pas du tout de problème. Pas du tout. Parce que si je vous dis que la Grande Loge féminine de France a été créée en 1945, vous allez bien comprendre pourquoi il n'y avait pas de mixité. Ce sont des mouvements féministes et puis bien évidemment les femmes résistantes qui ont souhaité avoir leur autonomie. La maçonnerie féminine existait bien évidemment avant 1945. On raconte qu'en 1712, je crois, qu'une femme en Irlande est arrivée dans une loge et a espionné. C'est une loge dont le vénérable était son frère. Et on lui a dit la mort ou l'initiation. Elle a choisi l'initiation. Donc vous voyez, ça date pas du XXe siècle. Donc, il y avait déjà des problèmes de consentement. Voilà, il y avait des problèmes de consentement, bien évidemment. Et ensuite, les différentes obédiences raconteront leurs histoires, parce que des histoires, on en a toutes et tous. Donc en 1945, Grande Loge féminine de France, d'abord l'Union maçonnique, mais on a tendance à faire naître aussi la Grande Loge féminine de France à cette époque. Les femmes ont eu le droit de vote un an avant. Elles ont voté pour la première fois en 1945. Elles réclament leur autonomie et elles s'organisent et elles grandissent peu à peu. Aujourd'hui, 458 loges en France, hexagone, hors hexagone, et sur aussi des territoires divers. Et puis nous avons aussi une politique à l'international qui est de faire en sorte que lorsqu'il y a 3 loges dans un pays, on pousse à ce qu'il y ait une obédience. Donc nous avons de nombreuses obédiences qui fonctionnent. Et si la grande maîtresse Liliane Mirville n'est pas là aujourd'hui, c'est qu'elle est membre de droit du CLIMAF, qui est une instance de la maçonnerie féminine internationale. Et donc elle est au Portugal aujourd'hui, parce qu'on fait vivre ces obédiences. On a des loges en Israël, on a des loges au Liban, on a une loge en Russie. Voilà, c'est extrêmement. Je me suis rendu compte qu'en Asie, je pense qu'on n'a pas. Voilà. Et puis on a des régions, on a 12 régions et une 13e région qui naît et qui va être portée là sur les fronts baptismaux à la fin du mois. Voilà un peu où on en est. Alors donc 13 000 sœurs. Et puis si on compte nos loges
et nos obédiences, on est 25 000. Voilà. Merci. Alors, on passe le micro à Philippe Pratt, Grande Loge de France. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Oui, alors je ne suis pas le grand maître, je suis l'assistant grand maître. Notre très souhaitable grand maître Thierry Zaveroni est en ce moment même à New York, puisque nous venons d'ouvrir une loge là-bas. La Grande Loge de France est une loge qui a 3 siècles d'ancienneté. Et nous avons à peu près 32 000 frères aujourd'hui en France, et cela représente environ 950 loges. Nous sommes effectivement une loge essentiellement masculine, désolé mesdames, et nous travaillons... essentiellement, totalement. Totalement, pardon, totalement masculine. Bien vu. Et nous travaillons au rite écossais ancien et accepté, qui est le rite le plus pratiqué dans le monde. Donc nous sommes très attachés aux valeurs de tradition, d'humanisme et de spiritualité qui nous sont chères. Voilà. Merci. Alors, à vos côtés, Nicolas Penin, donc vous êtes le grand maître du Grand Orient de France, qui est un peu le navire amiral de la maçonnerie en France. C'est la plus grosse obédience. Vous nous en dites 2 mots quand même. Il en faudrait peut-être plus que 2 mots, effectivement, pour parler des 54 000 frères et sœurs et des 1400 loges qui couvrent le monde au nom du Grand Orient de France, qui est donc l'obédience la plus importante en termes d'obédience libérale et adogmatique. Alors si vous voulez que je vous définisse le libéral et l'adogmatique pour ceux qui ne sauraient pas, mais je vois que les visages opinent, donc je n'aurai pas beaucoup de travail de définition à effectuer. Et ce qui correspond à cette tradition universaliste et républicaine que nous pouvons porter dans notre ADN de républicains et de français. C'est une obédience qui est mixte, qui a un peu plus de 6 000 sœurs au sein des 54 000 membres, et qui a effectivement cette particularité d'être une obédience maçonnique, c'est-à-dire avec une essence initiatique, rituelique et symbolique, et d'avoir un deuxième pilier qui est un pilier républicain fondé sur ce que nous pouvons connaître de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, depuis l'histoire, depuis les Lumières, à travers les hommes, puis aujourd'hui les hommes et les femmes qui ont porté nos valeurs et qui tentent en permanence de les porter en dehors du temple, et ça c'est ce qui fait aussi une des particularités permanentes de ce qu'est le Grand Orient de France. Alors il faut peut-être préciser, au sein du Grand Orient, il y a des loges mixtes, mais aussi des loges masculines. Il y a des loges uniquement masculines, parce que historiquement c'était une obédience masculine, et effectivement la mixité arrive là à sa décennie, et donc à ces 6000 sœurs qui ont pu intégrer des loges qui étaient mixtes. 58% des loges du Grand Orient de France sont mixtes. Bon, très bien, merci. À côté, Félix Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors donc là on est dans on annonce tout de suite la couleur, c'est la Grande Loge Mixte de France. De France, voilà quand même. Ça tiendrait qu'à moi, on serait la Grande Loge Mixte de Corse. Mondiale, de Corse, oui. Mais vous avez des supporters là. Je vois qu'il y a des gens de qualité dans la salle. De qualité ou d'Ajaccio? Les deux, manifestement les deux. Allez, dites-nous tout sur la grande, enfin presque tout sur la Grande Loge. Parce qu'autrement, comme vient de dire mon ami Nicolas, on aurait beaucoup plus. Surtout que mon esprit de synthèse n'est pas fou non plus. Donc je vais essayer de rationaliser la chose. On est peut-être une des plus jeunes obédiences. Nous, on est né le 18 décembre 1982. Ça fait pas de nous la moins vigoureuse, mais on est effectivement une obédience jeune. On compte quelques personnes de moins que 5000 membres et 265 loges, 266 dimanche prochain, puisque j'ai la chance d'aller à Vannes pour, comme on dit chez nous, allumer une loge. C'est très mignon, c'est très poétique, on allume une loge. Nous travaillons 7 rites différents. Même en Corse, vous allumez les loges. Alors, je vois ce à quoi vous faites référence, mais parfois, quand en Corse on allume quelque chose, c'est furtif. Voilà, c'est non, chez nous, on les allume et elles restent allumées. C'est génial. Donc, on travaille sur 7 rites différents. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité de travailler, un petit peu comme le disait Nicolas maintenant, des questions très symboliques, spirituelles, mais aussi des questions sociétales, parce que ça appartient à chaque loge de savoir la manière dont elle veut travailler finalement. Nous avons une mixité de genres
quasi parfaite, puisqu'on est 50,1% de sœurs et 49,9% de frères. Je ne sais pas si on va réussir à faire beaucoup mieux que ça, mais on y tend. Et on essaye d'aller dans la mixité dans toutes les acceptions de ce terme, c'est-à-dire professionnel, social, d'âge, de religion ou pas. Voilà ce qui nous motive aujourd'hui. Et on est motivé par tout ce qui concerne la vie de la société également. Merci. Alors, le micro à votre voisin, s'il vous plaît. Ah, ben il en a déjà un. Bonjour Sylvain Zekni. Bonjour. Donc, vous représentez la Fédération du droit humain. Tout à fait. Voilà, qui est une vieille maison quand même aussi. Hein. Oui, puisque notre naissance officielle est 1893. On peut la dater de 10 ans auparavant, puisqu'en 1882, Maria de Rem était initiée, et ce n'était certes pas la première femme initiée, mais c'était la première femme initiée dans une loge d'hommes, qui avait vocation à devenir mixte. Simplement, effectivement, il y a eu un petit problème, c'est qu'ils se sont fait taper dessus par leur obédience, et donc 10 ans plus tard, eh bien, nous avons réussi à créer effectivement le droit humain. Le droit humain, c'est à la fois pour caractéristique évidemment la mixité d'origine, puisque avant nous, il n'y avait pas de mixité, c'était pas venu à l'esprit des maçons d'être mixtes. Donc c'est un atout important. C'est aussi une vocation. Nous sommes 15 000 en France, 30 000 à l'international, présents dans 60 pays, 450 loges de base en France, 750 si on rajoute les loges de haut grade. Nous travaillons au rite écossais ancien accepté. Ce qui fait notre richesse culturelle, c'est effectivement le partage avec les sœurs et les frères d'autres pays qui n'ont pas forcément tous la même idée que nous. Et donc c'est toujours très très intéressant de se retrouver tous les 5 ans pour un convent. Donc 1893, aujourd'hui on est enfin descendu en dessous des 2/3 puisque nous avons désormais 65% de sœurs. Ah, il y a des petits problèmes là, on a du mal à vous entendre. Oui, donc nous avons 65% de sœurs aujourd'hui, nous sommes donc descendus en dessous des 2/3, nous en sommes très fiers. Et nous allons peut-être arriver à l'égalité réelle, mais on demandera à mon voisin comment on fait. Donc comme le dit le Grand Orient assez souvent, nous sommes une obédience de sœurs qui accueille des frères. Bon, ça arrive. Donc, fluid gender, comme on dit. Voilà, donc nous sommes une obédience adogmatique libérale, mais nous travaillons toujours sur 2 jambes, la spiritualité et le sociétal. On essaye de faire les 2 ensemble. C'est pas toujours facile. Merci. Alors la parole circule. Voici maintenant Fred Picavet pour la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. Merci beaucoup. L'Alliance, en résumé, effectivement. Bonsoir mes sœurs, bonsoir mes frères, mesdames, messieurs. L'Alliance 700 loges, 15 000 membres. C'est une loge strictement masculine et qui s'inscrit dans le courant spiritualiste, c'est-à-dire pas de la croix sans Dieu, bien sûr, pour la régularité, pas de discussion politique, religieuse, etc. Donc très marquée, je dirais, spiritualité, avec une volonté affirmée de simplicité, que ce soit au niveau des titres ou des décors. Très bien, merci, ça a été vite fait. Eh bien, merci beaucoup. Et maintenant, donc, Jeff Vinuesa pour l'OITAR. Alors, c'est l'ordre initiatique traditionnel de l'art royal. C'est un beau titre quand même, ça. Hein. C'est pour ça qu'on le résume en OITAR, parce que c'est un petit peu long. Voilà. C'est comme mon prénom, moi c'est Jean-François, mais c'est intenable, donc on dit Jeff, c'est plus rapide. Donc l'OITAR, on est jeune. On fête nos 50 ans cette année. On a été créé en 1974. On est une petite obédience. Donc ça veut dire 1300 frères et sœurs. On est mixte. Et en fait, on n'est pas une obédience, on est un ordre. Donc ça fait un peu notre différence. Et on travaille sur un seul rite, qui est le rite opératif de Salomon. Et que dire de plus ? Pour l'instant, ça ira, je pense. Bon, merci, très bien. Est-ce que à ce stade du débat, il y a des gens dans la salle qui souhaitent poser une question à l'un des grands maîtres ou un représentant des grands maîtres ? Alors, bon, on va poser la question, on va voir comment vous vous en emparez. Est-ce que c'est bien raisonnable en 2024 de faire partie d'une société initiatique ? Est-ce que l'initiation, ça sert encore à quelque chose en 2024 ou est-ce qu'à l'heure des réseaux sociaux, tout ça c'est quand même un petit peu vieillissant ou dépassé ? Nicolas, Penin, vous voulez répondre ? Oui, je veux bien, d'autres pourront compléter s'ils le souhaitent.
peut-être que ce qui est déraisonnable, c'est l'absence de sens. Et que ce dont nous mourons, c'est peut-être justement cette absence de ligne, de clarté, de transparence, d'honnêteté, de direction. Et c'est ce que la maçonnerie peut encore incarner, c'est peut-être de manière fraternelle, directe, humaniste, en assumant en tout cas pour notre part une liberté de conscience, c'est-à-dire de croire ou de ne pas croire, de vous donner, de nous donner la faculté de revenir à ces valeurs, à ces fondamentaux, à cet amour que nous portons lorsque nous sommes des universalistes. Et donc la maçonnerie, lorsqu'elle incarne cette société de pensée et du sens, oui, elle est moderne. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prolonger, bien sûr? Je rebondis sur ce que vient de dire Nicolas, parce que c'est quelque chose qui est profondément humain en fait. On a dans le cerveau, autour là, une aire qui s'appelle l'aire singulaire, qui n'existe que chez les humains. Ce sont les seuls animaux à avoir cette spécificité, qui est la partie du cerveau qui commande la recherche de sens. Et lorsque on est humain, pour peu qu'on ait envie de progresser, c'est pas quelque chose de nouveau le progresser. Confucius disait déjà il y a 2400 ans que l'homme vertueux va vers une amélioration de sa condition. Donc on en est tous à peu près là. Il y a Marx aussi. C'est vrai, oui. Et toi aussi, non? Et en fait, quand on dit que c'est très humain, ça a aujourd'hui un intérêt dans la société que chacun travaille dans ce sens-là, à mon sens. Et donc on ne pourra pas initier ChatGPT, ce ne sera pas possible, ou ça sera difficile. On est en train de sortir la revue biannuelle de la Grande Loge Mixte de France qui traite justement de vérité et intelligence artificielle, ça peut être intéressant. Alors on a vu qu'il y avait une certaine spécificité peut-être à Ouattara sur l'initiation. Alors est-ce que vous avez une approche aussi particulière de la nécessité de cette initiation dans l'ordre, puisqu'il s'agit d'un ordre et non pas d'une obédience? Disons que l'ordre, c'est juste un peu comment on est structuré. Donc je vais peut-être répondre à côté. L'obédience, typiquement, c'est quelque chose de pyramidal, et vous avez les décisions qui sont prises en haut et qui redescendent dans les loges. Nous, on a deux lieux de décision. On a la loge, donc qui décide de qui elle va initier, de qui va être son président, de son programme, et il y a après le Suprême Grand Conseil qui décide du rite, parce qu'on est monorite, au rite opératif de Salomon. Maintenant, en ce qui concerne l'initiation, moi je suis comme mes frères et sœurs ici présents, on est dans la même démarche initiatique. On a peut-être des petites façons, des petits détails différents au niveau du faire, mais on est tous pour le perfectionnement individuel et pour l'amélioration de la société. On a tous la même démarche. Bon, d'autres, oui. Alors, faites passer le micro là-bas. Donc on va voir Brigitte et Alain qui vont répondre. Je peux compléter. À la Grande Loge Féminine de France, les loges sont souveraines, bien évidemment. On a un cadre général avec des règlements, avec un pacte social. Mais les loges ont une marge de manœuvre qui est quand même aussi importante. Et nous pratiquons aussi plusieurs rites. Et vous avez trouvé un titre à ce salon, Par-delà le chaos, l'espérance, et c'est tout le travail que nous faisons. Et l'initiation nous permet, nous sommes dans un monde bien évidemment de crise, un monde sans doute en mutation bien évidemment. Et être en maçonnerie nous permet de travailler sur du temps long. Nous savons que nous allons de progression en régression, de régression en progression. Mais nous avons aussi cette espérance d'arriver vers un monde meilleur. Et c'est le travail que nous faisons au quotidien, ensemble, parce qu'on n'est pas seul, même si on apprend à se connaître et on a un travail d'introspection qui est important par le biais de l'initiation, on travaille aussi en groupe, et c'est ce qui fait aussi notre force. Alors la difficulté, c'est que l'on a tendance, on voit à la Grande Loge Féminine de France, 80% des recrutements se font par cooptation. On va chercher celles qui nous ressemblent, et voilà. Mais l'important, c'est de conserver, c'est que les sœurs qui rentrent à la Grande Loge Féminine de France aient envie de poursuivre ce chemin. Et c'est ce qui nous paraît le plus important. Donc il nous faut de la bienveillance, de la transmission. Enfin, il y a tout un travail qui se fait au quotidien. Et bien sûr, c'est une colonne vertébrale et qui se construit dans un temps long.
Voilà, donc effectivement, au-delà de la cooptation, l'intérêt d'avoir des salons tels que celui-ci où les gens peuvent venir humer le parfum de la maçonnerie. Alain Jean, on vous écoute. Oui, pour répondre à la question concernant les réseaux sociaux et savoir si nous sommes modernes, moi, ce qui me paraît très important, c'est au moins deux choses. C'est que la maçonnerie aide à se connaître soi-même. Et ça ne se fait pas par les réseaux, ça se fait en travaillant sur soi-même et en échangeant avec les frères, les sœurs qui sont autour de nous pour se grandir. Et surtout aussi pour la bienfaisance. Alors quand je dis bienfaisance, c'est bien faire, hein, en deux mots. C'est-à-dire que toutes nos actions doivent toujours être de bien faire les choses vis-à-vis des frères, des sœurs évidemment, mais surtout à ceux qui sont autour de nous. Donc pour nous, tout ça c'est de l'amour et c'est essentiel pour nous. Bernard de Coquer. Oui, ce que je voulais dire par là, c'est que la franc-maçonnerie, pour moi, c'est peut-être un anti-réseau social, étant donné que devant notre ordinateur, devant notre smartphone, on est tout seul. En maçonnerie, on travaille en loge, on est des chercheurs et des chercheuses, aussi bien au niveau spiritualité qu'au niveau de faits sociaux, de recherche de solutions. Et cette année, on a participé à la vie associative de Montreuil. On a eu un stand sur le marché, sur la place Jean Jaurès à Montreuil, où on a eu beaucoup d'échanges avec les gens. Justement, on a démystifié un peu la franc-maçonnerie et qu'est-ce qu'on faisait. Et beaucoup de gens étaient intéressés par le travail qui se passe en loge et les échanges qu'on peut avoir. Je crois que la franc-maçonnerie, en général, a son avenir. Merci. Oui, allez-y. Oui, à ta question qui consistait de demander si la maçonnerie aujourd'hui, au travers de l'initiation, était encore intéressante ou pouvait intéresser, il y a un vieux copain à moi qui s'appelait Héraclite, qui a dit que la constante... Très vieux, très vieux. Oui, la seule constante dans ce monde, c'est le changement. Donc on est dans le changement permanent, dire le contraire, ce serait une erreur. Et je ne pense pas par contre que dans ce domaine, il y ait un changement au niveau des questions que se posent les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les questions sont encore les mêmes depuis 2000 ans, et même depuis plus longtemps, et que la maçonnerie, elle offre justement des outils pour essayer de répondre soi-même à ces questions. Et il se trouve qu'on est ici dans un salon maçonnique, je dirais, culturel, on va dire ça comme ça, et que le leitmotiv ou le motto, c'est l'espérance. Bien moi, j'espère que le pouvoir de la culture sera supérieur à la culture du pouvoir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, alors on va vous faire passer un micro et on vous écoute. Oui, tout simplement, je souhaiterais que le grand maître du Grand Orient de France développe le fait que le Grand Orient de France abrite 5 rites et que le Grand Orient de France n'est pas un Orient pyramidal. Lui non plus. Alors, Nicolas Pénin, on va vous faire passer un micro. Voilà. Il y en a. C'est pas une question que j'ai donnée à monsieur pour qu'il me la pose. Hein. Mais elle est très juste. Merci Luc. elle est très juste parce que j'entendais effectivement tout à l'heure et ça fait partie de la diversité et de la richesse de nos obédiences que nous représentons parce que justement la richesse réside dans la diversité. Donc ça c'est la première des choses. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des bons ou des méchants, il y a des manières de travailler de manière historique et consubstantielle qui sont différentes. Voilà. Parce que sinon on ne peut pas se dire humaniste ou franc-maçon si on n'a pas déjà cette notion de respect, que cela soit entre les initiés ou les profanes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas initiés, ou entre les initiés eux-mêmes. Et on a assez de divisions et de guerres dans le monde pour pouvoir en ajouter en humanité quelle qu'elle soit. C'est le préambule et c'est notre déclaration universelle du jour ici à Toulouse. Bon. Une fois que vous avez dit ça, vous avez effectivement 5 rites qui sont travaillés et qui sont suivis au sein du Grand Orient de France. Mais tout à l'heure, c'est Félix qui faisait référence, lui, au 7, donc du rite écossais, enfin du rite français, qui est notre rite administratif, du rite écossais ancien et accepté, de la maçonnerie d'York, du Memphis Misraïm et du rite écossais rectifié. Voilà. Donc ce serait long
est compliqué, voire peut-être on perdrait les hommes et les femmes, les frères et les sœurs à les décliner pour des rites qui sont assez communs et avec des spécificités chez les frères et les sœurs qui se trouvent ici. Une spécificité par contre, et je finirai par là, la spécificité alors là, rituelle et juridictionnelle, on pourrait encore la développer, mais on peut échanger après là-dessus. Organisationnelle, puisque tout à l'heure je vous disais qu'effectivement dans sa structure c'est la plus vieille obédience française, et quand tout à l'heure nous avions initié effectivement peut-être des femmes et des sœurs qui avaient vocation après à créer d'autres obédiences, elle avait à l'époque, et je pense qu'elle a gardé toujours ce sens-là, cette vocation révolutionnaire dans l'âme et héritière des Lumières, lorsqu'en 1773 vous expliquez que vous mettez fin à la vénalité des charges et que vous entrez dans l'élection annuelle. Lorsqu'en 1773, vous vous dites que vous allez structurer votre association en réunissant des délégués, que ces délégués auront la possibilité de voter quel que soit leur rang, 1773, et qu'ils auront la présidence d'un groupe où ils remettront leur mandat en cause à la fin de chaque année, vous comprenez toute l'essence dans l'âme révolutionnaire de ce que la maçonnerie a pu représenter, notamment au Grand Orient de France, fille justement de ces Lumières et de cette République, en tout cas de cette vocation démocratique où aujourd'hui encore nous fonctionnons de cette manière, avec une assemblée générale des 1400 loges. Vous avez une salle de 1400 délégués, en toute égalité, qui se prononcent sur des projets qu'ils ont pu présenter et que le Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire l'exécutif et le grand maître à sa tête, ont pour mission de mettre en place. Voilà. Et cette fibre démocratique, elle est aussi toute valeureuse parce que est-ce que nous ne sommes pas malades aussi de cet affaiblissement démocratique de liens et de confiance ? Merci. Alors la question qu'on peut se poser à la suite de ça, c'est pourquoi telle ou telle obédience choisit tel ou tel rite au pluriel. Est-ce que peut-être quelqu'un parmi vous pourrait répondre pourquoi on choisit le rite français plutôt que le rite écossais ou le rite d'York ou un autre rite qui souhaite répondre? On vous écoute. Alors, effectivement, au droit humain, nous avons choisi historiquement le rite écossais ancien accepté, puisque nos fondateurs, masculins hommes, étaient au rite écossais ancien accepté, donc c'est une question aussi d'histoire, très souvent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au niveau international, c'est pas le rite écossais ancien accepté qui est majoritaire dans nos fédérations, ce sont des rites de type anglo-saxon, voilà. Simplement parce qu'effectivement, dès lors où on est à l'international, eh bien, les vocations culturelles sont très différentes. En France, nous sommes, j'allais dire, une obédience libérale, laïque, etc. Prenez notre fédération britannique, il faut quasiment être croyant pour y adhérer. Donc voilà, c'est des chocs culturels, mais c'est lié à l'internationalisme de notre ordre qui fait qu'effectivement, on a des différences. Alors effectivement, sur les 30 000, il y en a quand même beaucoup qui pratiquent le rite écossais ancien accepté. Votre voisin Félix souhaite intervenir. En fait, ce qui est important, c'est la liberté de chacun de se déterminer. Dans notre règlement général, on a un article qui est l'article 27, qui est mon préféré, puisque c'est celui sur l'autonomie, évidemment, qui dit que les loges se gouvernent librement. Et ça veut dire que selon la manière dont vous avez envie de travailler, vous allez adapter le rite, ou vous allez plutôt choisir le rite que ce groupe d'humains-là a envie de travailler. Si c'est quelque chose de spirituel, ils prendront un certain rite. S'ils ont envie de travailler plutôt sociétal, ils prendront peut-être un autre rite. Il y a des rites qui sont très ritualisés. Il y a des rites qui sont très dépouillés. Et c'est chacun qui se détermine de cette manière-là sur la façon dont il a envie de travailler. L'important, c'est l'autonomie de chacun dans sa détermination. Voilà, je crois que tout le monde se précipite. Brigitte, vous avez la parole. Ensuite, ce sera monsieur. Et oui, tout le monde y a droit. Oui, effectivement, comme l'a dit le très respectable grand maître du droit humain, c'est essentiellement, au moins à la Grande Loge de France, pour les questions historiques que nous travaillons au rite écossais ancien et accepté. Le rite, c'est en quelque sorte le catéchisme, je vais dire, entre guillemets. Et nous travaillons avec ce fil conducteur pour essayer de nous élever. En revanche, à la Grande Loge de France, est
gardienne des 3 premiers degrés, et puisque le parcours initiatique se fait en 33 degrés. Mais jusqu'au 33e degré, du 4e au 33e degré, c'est le Suprême Conseil de France qui est garant donc de ces degrés et du rite écossais ancien et accepté. Donc nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, c'est régi par le Suprême Conseil de France avec la Grande Loge de France, et le rite écossais ancien et accepté est quelque chose pour nous d'absolument sacré, dirais-je. Très bien. Voilà. Votre voisine, Brigitte Nabet. Je ne vais pas reprendre ce qui vient d'être dit, parce que pour le rite écossais ancien et accepté, c'est la même chose qu'à la Grande Loge de France. Sauf que nous nous sommes ouverts au rite français tout d'abord, et puis à d'autres rites, au rite écossais rectifié, enfin, et puis au fil du temps à d'autres déclinaisons du rite français, au rite également de Memphis-Misraïm, c'est nouveau, il y a des loges qui se créent. Et puis là, tout dernièrement, il y a eu un coup de cœur à une déclinaison du rite français, qui est le rite français philosophique, qu'on a découvert, qui a été élu et qui a été apprécié. Voilà. Donc comme ça, de temps en temps, il y a un coup de cœur. Et on a des sœurs qui sont dans 3-4 loges et qui pratiquent plusieurs rites. Et lorsqu'on est au Conseil fédéral, on n'est plus marqué par son rite. On a un tablier, le même, enfin voilà, on a une tenue qui est particulière. Et on a déjà... ben voilà. Non mais ça c'est... Donc voilà, bravo. Donc voilà. Voilà. Et donc voilà. Et ce sont les sœurs qui choisissent, et ça permet de diversifier. Et moi, je n'aime pas qu'on fasse là une différence entre ce qui est symbolique et ce qui est sociétal, parce qu'on est toutes initiées, donc on est passé aussi par du symbolique. Et ensuite, après, la loge, elle décide. On a des loges qui sont symboliques et qui font du sociétal, des loges. Voilà, on a des mélanges, on a des pratiques. Et aujourd'hui, on a de nombreuses sœurs qui sont dans la rue puisque c'est la journée de lutte contre les violences à l'encontre des femmes, et qui manifestent. Alors, en suivant, nous avons d'abord Fred qui va prendre la parole, ensuite Alain et Pierre. Tout le monde se précipite sur le rite. Et vous allez voir que peut-être d'ici quelques secondes, nous allons avoir une petite surprise qui va se promener. Ensuite, vous voulez reprendre la parole aussi. Bon. Fred Pigavé, on veut. Oui, alors, ce qui est tout à fait certain, c'est que les rituels sont ne variatur. Enfin, jusqu'à la prochaine version, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas vraiment le rite qui est le plus important, même si effectivement, chacun considère que son rite c'est le plus beau, celui qu'on a pratiqué dans sa loge mère. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on va tous faire le même chemin en réalité. On va tous passer un jour ou l'autre le pont de Gandhara, de toute façon. Et ça, on va le faire après un certain temps, plus tôt, plus tard, mais ce n'est pas ça l'important. C'est d'avoir, je dirais, cette richesse des rites. À l'Alliance, nous en avons 7. Ce qui est important à mes yeux, c'est de ne pas se tromper et de ne pas tromper l'impétrant. C'est-à-dire que le parrain, trop souvent, a tendance à traîner, entre guillemets, son filleul dans son propre rite, puisqu'il considère que c'est le sien le plus beau, et ce n'est pas toujours bien adapté. Donc je pense qu'il est important de bien expliquer aux impétrants les différences de chaque rite afin qu'ils s'y sentent à l'aise. Merci. Alors la parole à Alain Jean et ensuite Pierre Gournarret. Oui, c'est à peu près ce que je voulais dire, c'est-à-dire que la GLTSO, c'est avant tout le RER qui est majoritaire et qui est le rite... Rite écossais rectifié. Pardon, le rite écossais rectifié, merci. Et non pas le métro de Paris. et nous avons en tout 6 autres rites, donc 6 rites, pardon. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est effectivement, comme les frères, pour la plupart du temps, sont cooptés, c'est le rôle du parrain. Et en fait, je confirme ce que vient de dire mon frère. C'est le profane qui vient ne sait pas trop. C'est le parrain qui choisit pour lui. Toujours est-il qu'après, il peut changer. Donc ça, ce n'est pas très grave. Donc, les rites, c'est important et c'est pas si important que ça. Pierre, on arrête. Merci Dominique. Concernant les rites, donc nous avons, comme vous le savez, 6 rites. Rite écossais rectifié, rite français, rite écossais accepté, rite York, standard d'Écosse
émulation. Émulation étant notre rite de grande loge. Nous faisons en fonction, ils viennent directement de la Grande Loge unie Angleterre, nous faisons en fonction de ne pas les modifier. Ils sont stables depuis 1913. Bien sûr, ils ont suivi quelques chemins, mais dans le corps, dans l'esprit, ils sont les mêmes. Permettait un échange fiable. Par contre, je voudrais juste rappeler, puisqu'on parle en quelques secondes tout à l'heure de l'ouverture, la Grande Loge nationale française est totalement hiérarchique pour permettre aux ateliers, que nous avons les 1200 ateliers, de surtout travailler sur la spiritualité et de ne pas être importunés par des travaux d'autres choses, de bâtiments ou d'autres choses. Et il existe pour ça tout un système autour du souverain grand comité qui permet de voter, de mettre en place, pas tout à fait comme le Grand Orient de France. Donc c'est une importance quand même. Et surtout, pas de politique, pas de religion, bien que la croyance en un Dieu monothéiste qui est le grand architecte de l'univers. Voilà. Nous faisons une toute petite pause. Regardez ce qui va arriver. On va nous montrer quelques bannières de loge. Ça, c'est une bannière de la Grande Loge nationale française. Voilà. L'art et la bannière. Rapporté au grand architecte de l'univers. Voilà. Ils ont ramené toutes mes bannières. Vous les miennes. Il faut pas les... Voilà, quand même, ça change un peu le décor. Et moi, je serais nous, j'applaudirais un peu. Parce que c'est joli. Et on peut applaudir ce qui est beau. Dominique, ça fait toujours plaisir. Je voudrais faire une aparté. Oui. La moitié des bannières sont de la Grande Loge provinciale d'Occitanie. Ne m'en voulez pas, je suis pour rien. Voilà, une charmante, un petit intermède à la fois poétique, visuel et assez émouvant parce que ces bannières sont souvent liées à la vie des loges et les loges ont eu toute une histoire que parfois ces bannières racontent. On a d'autres bannières qui arrivent. Et pendant ce temps, j'invite le public à réfléchir à quelques questions que nous pourrions poser pour terminer ce débat autour du Forum des Grands Maîtres. Ah, je crois que c'est un attentat. C'est celle de ma loge en plus. C'est ma loge personnelle. Je m'en reconnue. C'est une loge à l'esprit rubistique. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que si on prend un peu le temps de regarder ces bannières, elles sont souvent étonnantes. Et elles racontent des belles histoires, oui. Je la tiens. Hop là. Je la tiens. Voilà, je crois entre-temps que Jeff voulait prendre la parole, donc on essaie de lui faire passer le micro, si possible. Elles sont magnifiques. Oui. Mais c'est pas... ok. Donc moi je voulais reparler du rite, c'est que nous on est un petit peu différent. On n'a pas choisi un rite, c'est le rite qui nous a créé, qui a créé l'ordre. C'est qu'au début vous aviez quelques frères du Grand Orient de France qui voulaient aller faire quelque chose de... plus dans revenir à la tradition, intégrer des façons de faire des compagnons dans le faire. Et donc ils ont commencé par créer notre rite, qui est le rite opératif de Salomon, qu'ils ont fait mûrir au sein du Grand Orient. Et à un moment donné, ils ont cherché un écrin pour ce rite. Et donc ils ont créé l'ordre pour que ça corresponde vraiment à la façon de faire du rite. Ce qui fait qu'on est monorite et que nous, c'est le rite qui a créé l'ordre. Voilà, ce qui est une vraie particularité par rapport aux autres obédiences. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Tant que ça ? Bon, alors là, on a beaucoup parlé de... Oui ? Ah, ben voilà. On vous écoute, monsieur. Bonjour. En fait, ma question, ça s'adresse... Là... Pardon, excusez-moi.
Ma question s'adresse en rebondissant sur ce que disait la représentante de la Grande Loge féminine de France sur l'importance des tenues, de la tenue vestimentaire en fait en loge. Et je voulais poser cette question de l'importance justement du code vestimentaire en fait dans la pratique de la maçonnerie. Alors est-ce qu'il faut venir en smoking ou est-ce qu'on peut venir en chemise à fleurs? Non, il est vrai que nous avons une tenue spécifique parce que lorsqu'on rentre en loge dans un espace sacré, on a quelque chose, on a des choses qui se passent, donc on ne va pas raconter parce qu'il faut déjà être initié pour voilà. Et on découvre tout ceci au fil du temps, mais cet espace, il est très particulier. Et donc on a une tenue particulière, on se tient aussi d'une certaine façon et on va vivre ça, voilà. Vous voyez, je modère, hein, je fais attention à ce que je dis pour ne pas trop en dire, même si dans les livres vous allez trouver 1001 choses, des dessins, enfin un tas de choses, mais on n'a pas trop envie d'en parler. On a une tenue vestimentaire particulière. Qui nous permet de... On a une expression qui dit « laisser les métaux à la porte du temple », c'est-à-dire qu'on oublie tout de ce qu'on a vécu dans sa journée. On va en loge et on rentre dans un autre espace, on se pose. Je ne veux pas dire qu'on se repose parce qu'on travaille, mais on se pose et là, on prend le temps et on prend son temps et on donne du temps au temps. Donc on a tout un cérémonial qui nous permet de rentrer dans cet espace. Je pense que sur cette question, d'autres personnes vont intervenir. Oui. Allons-y. Oui, je rajouterais que lorsque un frère ou une sœur va en tenue, c'est un moment important. C'est un moment, entre guillemets, sacré, dirais-je. Donc on ne peut pas aller n'importe comment, vêtu n'importe comment à cette tenue. À la Grande Loge de France, par exemple, c'est costume noir, cravate noire, obligatoire. Et lorsque l'on va aux ateliers supérieurs, c'est nœud papillon. Donc un frère qui ne viendrait pas vêtu de cette manière ne serait pas accepté en loge. Donc cela est fait volontairement pour que nous puissions faire une démarche, je dirais, sacralisée. Donc voilà. Nicolas? Oui, moi je vais faire le lien avec ce qui a été dit aussi précédemment, parce qu'il n'y a pas de codification de la tenue vestimentaire au Grand Orient de France. La très grande majorité des loges ont sur leur planche d'invitation la tenue sombre exigée, recommandée ou correcte, ce qui correspond effectivement à la tenue de ville, que cela soit pour les hommes ou les femmes, les frères ou les sœurs, parce que ce sont aussi des hommes et des femmes de la cité, et que si nous sommes aussi engagés dans la cité, c'est bien parce que nous sommes présents dans le temple. Et que c'est bien ce chemin qui va de l'intérieur à l'extérieur, du sacré au profane, et cette relation à l'altérité, c'est-à-dire à l'autre que vous allez retrouver aussi parfois dans sa différence, même si c'est une différence qui reste respectable, parce qu'il n'y a pas d'uniforme. Alors ça peut au moins nous éviter de nous faire appeler les frères ou les sœurs pingouins, parce que lorsque vous envoyez 10 sur un trottoir qui se dirige vers un temple et que le voisin sait très bien vers où il se dirige, de la manière dont il se dirige, la manière dont ils sont habillés et la mallette qui se trouve à la main droite ou à la main gauche. Il se trouve que si en plus ils sortent quelques heures après la nuit en étant un peu plus bruyants qu'en entrant, là on les a assez facilement repérés, il n'y a pas besoin d'uniforme. Mais c'est ce qui fait aussi toute cette altérité, et c'est ce que vous pointez à travers peut-être la tenue, les travaux et la poursuite des travaux que peuvent être les agapes. Si vous ne les avez pas abordés, parce que là ça peut être aussi le point où vous êtes dans la continuité des travaux, c'est-à-dire ce moment où lorsque vous vous réunissez de manière ritualisée, comme on a pu le décrire, c'est-à-dire avec une méthode de travail, un chemin où vous avez une méthode qui permet de codifier la prise de parole telle que monsieur le fait. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde ne se lève pas pour expliquer sur la parole de l'autre la manière qu'il a envie de dire. Donc il y a cette codification qui se poursuit, parce qu'il y a aussi ce partage qui est essentiel, qui est le cœur peut-être de ce qu'est la relation humaine. Alors en l'occurrence avec tout ce que cela peut dire, nous le partage autour de la table ou d'un verre. Vous voyez ce qui s'est passé
avant, pour ceux qui ont pu participer au repas, ou là où les échanges se font si après vous allez boire un café, et que cet échange d'idées et d'âme et d'amour, ou aussi d'idées sociales, peuvent se faire. Donc ce sont des lieux, des temps privilégiés, mais qui ont cette continuité qui est la nôtre. Une autre intervention sur le même sujet ? Juste, alors, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, et à titre personnel, effectivement, j'ai besoin ce que moi je définis comme un espace-temps sacré, et voilà, et je suis dans les réunions de francs-maçons habillé à peu près comme je suis habillé aujourd'hui. Donc quelque chose peut-être avec une cravate un peu moins voyante, mais voilà. C'est vrai qu'elle en jette, hein. Ouais. Et j'aurais pu faire pire. Mais il y a des loges qui décident de travailler de manière très peu rituelique, de manière très dépouillée, et qui n'attachent pas d'importance à la tenue vestimentaire. Je ne considère pas qu'ils font de la maçonnerie moins bonne que celle que je fais moi. Ils font juste une maçonnerie qui peut-être est différente, mais pas moins bonne. C'est une maçonnerie différente de la mienne, parce que j'ai décidé, moi, que j'avais envie de quelque chose de ritualisé, qui était un espace-temps sacré, et donc qu'il fallait que j'y confère une mise, va-t-on dire, différente, et une posture, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, une posture qui est différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas affachis sur sa chaise, on respecte celui qui est en face de nous, on se respecte soi-même, dans notre posture y compris. Mais si d'autres ont envie de travailler de manière en jean et en basket, c'est pas ma manière de faire, mais j'ai aucun problème avec le fait de reconnaître que ce sont des francs-maçons aussi bien que les autres. Pas de problème. Merci. Pas d'autres. Si, une autre. Oui. Si, moi je voulais quand même insister effectivement sur ce qu'a dit Nicolas. On arrive comme on est, si j'ose dire. Mais on arrive comme on est, avec le respect effectivement du rituel et de l'occasion. Quand on va à un mariage, quand on va à une cérémonie, on ne s'habille pas totalement n'importe comment. Donc c'est aussi ça. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est la manière de se tenir en loge, de prendre la parole. C'est pas, voilà, presque à l'ordre, mais nous sommes un ordre, nous aussi, très hiérarchique et très pyramidal. Mais cela étant, et trêve de plaisanterie, il y a aussi effectivement la question qu'on peut se poser de la séduction quand vous êtes dans une obédience mixte. Certains se la posent. Alors, je ne sais pas comment vont rebondir ceux qui sont mixtes, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de questions des profanes qui nous disent « Mais alors, est-ce qu'il y a de la séduction? Est-ce qu'on peut venir en robe, en tailleur? Est-ce qu'on n'est pas séduit ?» Alors, je leur réponds toujours « C'est bien d'être mixte, mais à la Grande Loge de France, je vais prendre ton exemple, mon frère, est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui sont séduits par d'autres hommes? Et pourtant, ils sont en costume, avec nœuds papillons, si j'ai bien compris. Donc, la question, c'est aussi ça, c'est aussi le rapport qu'on peut avoir dans une obédience mixte, avec effectivement, bah oui, voilà, ça existe aussi. Et donc, là aussi, la question de la tenue, elle doit pas être négligée. Pierre, on arrête. Vous voulez passer le micro? Ah, voilà. En voilà un qui arrive. Merci. En fait, j'ai pu entendre toutes nos différences, tous en étant tous francs-maçons. Nous, effectivement, j'ai essayé de le dire avec le plus de clarté, le plus de respect. Nous sommes très rigoureux, donc de par la tenue. Pour nous, la tenue fait partie intégrante de la construction d'un espace sacré, d'un temps sacré. Chaque chose est millimétrée. Elle permet aussi de ne pas différencier les personnes. Chacun est habillé comme il se doit. Je ne vais pas le traduire ici, mais de la même manière, avec les mêmes types de vêtements. Un côté uniforme, quoi. Un côté plutôt, non pas formel, mais uni. Uni pour que nous sortions de tout ce qui est profane, de tout ce qui puisse être pratiquement délégué à un monde non sacré pour se préparer doucement à ouvrir nos travaux. À partir de là, effectivement, que l'habit fait également partie d'une tenue maçonnique à la GLNF. Brigitte. Voilà. Après. C'était juste pour rebondir sur la question de la séduction. La question de la séduction, elle existe aussi, bien évidemment, entre femmes. C'est une évidence, il suffit même de lire Roland Barthes. Tout est séduction, tout n'est que séduction. Mais qu'est-ce qu'on apprend en maçonnerie? On apprend à construire une conscience libre, justement,
se départir, essayer de faire en sorte de s'émanciper. Et quand on s'émancipe et quand on est libre, eh bien la séduction, on peut la mettre de côté. Merci Bernard. Oui, je voulais tout simplement revenir. Nous, à la Grande Loge Mixte Universelle, on n'a pas une tenue, on a la tenue de ville, mais une tenue adéquate. Je pense que c'est important parce que c'est des citoyens et citoyennes qui se regroupent et qui viennent travailler en loge. Et donc, on rentre, c'est vrai que pour nous, c'est important. L'espace maçonnique qui est la tenue est important, qui est la cérémonie, qui est la tenue qui est important, étant donné qu'on a des rituels, comme tous les autres obédiences. Et je crois que le plus important, c'est de respecter ce rituel, ces échanges. Et souvent, on peut arriver en loge un peu fatigué de notre journée et je trouve ça extraordinaire, c'est qu'en tenue on retrouve une énergie qu'on partage et que souvent on a du mal après quand on est aux agapes, qui est un moment de partage, on a du mal à repartir chez soi. On veut continuer à échanger. Et souvent, ça dure très très longtemps, nos tenues, nos agapes. Quelquefois même sur le trottoir, on continue à échanger. Je crois que c'est ça la puissance de la franc-maçonnerie, c'est de se retrouver tous et toutes et d'échanger, de construire. Alors on va essayer. Alors Félix, ok, mais on va essayer d'être un petit peu plus court parce qu'il y a des questions qui arrivent de la salle. Et on va essayer de faire des questions-réponses un peu plus rapides. Il faudra quand même un petit peu sur la fin aborder les questions de société parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. La séduction, c'est do carré. Conduire à soi. Il y a tout un tas de manières de conduire les gens à soi. L'attitude vestimentaire peut en être une, mais quand Bernard disait on a de l'énergie et en fait irradier d'énergie dans un endroit, ça conduit les gens à soi. Donc la tenue vestimentaire, à mon sens, elle est importante pour la manière dont on va travailler, mais je ne sais pas si c'est vraiment le fondamental. Alors on avait une question ici, Madame, on vous écoute. Bonjour. Hormis ce salon, cette réunion, je voulais savoir s'il y avait des interactions autres entre les diverses obédiences. Quels sont les liens? Y a-t-il des liens? Y a-t-il des concertations entre les diverses obédiences? Y a-t-il entre vous, hormis aujourd'hui, hormis ce salon? On a même un groupe WhatsApp pour les grands maîtres. Nicolas le confirme. Donc, c'est vrai, on fait des repas de grands maîtres et même avec le grand maître de la GLNF qui nous reçoit. Donc, non, c'est pas exclusif. Et effectivement, on a des rapports qui sont des rapports en général chaleureux et de bienveillance. Il arrive des crises de temps en temps, mais non, nous avons des rapports très très réguliers. Oui, on a des rapports et c'est ce qui a été dit au-delà des différences parce que il y a quand même quelques mots et quelques phrases, c'est qu'il ne faut jamais oublier que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Voilà. Et lorsque vous vous êtes dit ça, lorsque vous êtes un citoyen, un homme ou une femme, et d'autant plus un franc-maçon, si vous commencez à pratiquer l'exclusion et l'intolérance, c'est qu'il vous a manqué peut-être justement quelques pages dans le rituel et que vous les avez peut-être repassées. Alors après, ça a déjà été dit, puisque tout à l'heure vous vouliez aborder les questions de société par exemple, il peut y avoir des positionnements qui peuvent être jugés par certains politiques et publics et sur lesquels l'obédience ne s'engagera pas, leur obédience ne s'engagera pas. Nous avons par exemple des communiqués communs qui peuvent être émis assez régulièrement, où il peut y avoir 6, 7, 8 obédiences qui se retrouvent, et pourtant toutes ont été interpellées, mais parce que ce n'est pas leur histoire, parce qu'effectivement par respect pour ce qu'ils ont été ou pour ce qu'ils sont, ils ne souhaitent pas s'engager sur ce sujet-là. Là, nous, on a des expressions où on a eu des expressions et des réflexions. Il y a beaucoup d'obédiences, par exemple, sur le droit à mourir dans la dignité. Il y a des obédiences, c'est pas qu'elles ne jugent pas que ce sujet ne vaille pas la peine d'avoir, au plan de la conscience personnelle, un avis, mais ce n'est pas l'objet de leur obédience. Et il se trouve qu'après, historiquement, et de manière constitutionnelle et réglementaire, il y a des obédiences qui s'investissent sur ces sujets-là et qui peuvent écrire et qui peuvent s'exprimer. Et donc là, il y a effectivement après les différences qui doivent et qui s'expriment en toute tolérance et en respect. Alors, on fait court.
Bah là, j'avais fait court. Hein. Oui, enfin. Je voudrais juste. Faire plus long. Je voudrais juste ajouter que effectivement, il y a des échanges entre les grands maîtres, mais il y a aussi des instances au niveau des grands secrétariats, des grands secrétaires, de la bienfaisance, etc. Il y a toute l'organisation en fait qui travaille ensemble. Les différentes obédiences travaillent ensemble pour le bien de la maçonnerie en général et évidemment pour leur obédience. Et j'ai fini. Pierre, où on arrête? Félix ensuite. Ça va être très rapide. Oui. Ça va être très rapide, Dominique. Je ne voudrais pas marquer trop les différences, mais effectivement, il y a dans le concert des grandes loges régulières, reconnues dans le monde, d'environ 187 pays, il y en a une par pays. Aujourd'hui, par exemple, pour répondre à votre question, c'est une organisation que nous avons fait en commun. Mais en ce qui concerne la GLNF, nous ne recevrons pas en loge, pendant les travaux, d'autres obédiences. Et en principe, il en est de même. En principe. Mais je suis sûr que c'est respecté. Donc nous sommes vraiment respectueux des traditions. Ce n'est pas pour ça que nous ne sommes pas agréables. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de séduction comme en Corse à Ajaccio. C'est pas pour ça. Si quelques-uns veulent s'approcher de la GLNF en sortant, je suis à votre disposition. Réellement, nous sommes non pas différents, nous sommes tous francs-maçons. Francs-maçons avec une approche, une vision différente, mais la construction d'un esprit, d'une volonté, d'une raison dans des traditions, ça s'appelle la franc-maçonnerie, peu importe comment on y arrive. Rapidement. Oui, on vous écoute. Oui, je rajouterai que, effectivement, toutes les obédiences travaillent entre elles, les grands maîtres se reçoivent régulièrement, etc. Nous recevons régulièrement, en tenue des frères de diverses obédiences, à la Grande Loge de France, malheureusement, nous ne pouvons pas accueillir de sœurs, ce qui est assez paradoxal puisque nous pouvons les visiter. Donc il y a peut-être des choses qui, à l'avenir, changeront à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, les obédiences travaillent entre elles régulièrement pendant les travaux maçonniques. Et il y a une seule phrase qui compte, « Êtes-vous franc-maçon ?» Oui, mes frères me reconnaissent comme tel. Allez, un petit mot. Non. Il y a d'autres questions. Alors. Je vais faire télégraphique pour illustrer, madame. Quand je suis entré en fonction, il y a eu un problème qui s'est posé dans mon obédience, quelque chose de sociétal. Et ben, j'ai appelé les autres grands maîtres pour voir comment eux ils traitaient. Il se trouve que le matin en question, je petit déjeuner avec Thierry Zaveroni, le grand maître de la Grande Loge de France. On en a parlé. J'ai appelé Nicolas, j'ai appelé Bernard, j'ai appelé Sylvain, j'en ai appelé d'autres, pour essayer de voir comment eux travaillaient cette problématique. Donc oui, il y a des relations, absolument. Dernier petit mot là-bas, et ensuite on prendra la question. Sur comment on travaille ensemble aussi. Ah ben oui. Oui, alors juste un petit mot très rapide, c'est que là on a discuté beaucoup de comment les obédiences au niveau grand maître discutaient, mais tous les francs-maçons discutent, c'est-à-dire que moi j'appartiens à une loge, mais je visite d'autres loges. Si un soir j'ai envie de travailler sur un chef sociétal, je vais au Grand Orient ou au DH, je travaille ailleurs. Donc il n'y a pas que les grands maîtres qui discutent que les obédiences, c'est que tous les soirs, Toulouse c'est merveilleux. Si vous ne savez pas quoi faire le soir, vous êtes franc-maçon, ben, vous pouvez occuper toutes vos nuits. Je voulais juste compléter. On travaille ensemble, bien sûr. Les grands maîtres, la grande maîtresse nous fait des comptes rendus donc, de ces rencontres. Mais nous sommes aussi auditionnés ensemble à l'Assemblée nationale, au Sénat. C'est ce que je voulais rajouter. Et on est aussi en capacité d'infléchir un certain nombre de choses. On a un tout petit pouvoir, mais il existe. Alors, il y avait une question là-bas, je crois. Hein ? Oui, bonjour. Puisque le thème du salon, c'est par-delà le chaos, l'espérance, donc il s'agit d'espérance, est-ce que la franc-maçonnerie, toute obédience, tout rite confondu, ne se doit pas d'une forme de vigilance par rapport à sa promesse, par rapport à sa pratique, par rapport à sa philosophie, compte tenu du fait qu'on est dans un cycle qui est quand même assez perturbé. Voilà, donc ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Je vois mon grand maître provincial ici, je préférerais qu'il me réponde en particulier après. Merci. Voilà, mais là, peut-être qu'effectivement, on commence à aborder les questions de société. Peut-être on va passer la parole au Grand Orient. Ensuite, on va voir... allez, Nicolas Penin. Oui.
Alors déjà l'espérance, et ce matin à l'inauguration on a eu des discours politiques qui ont pu se croiser sur l'espoir justement, puisque René Char notamment a été mis à l'honneur pour ceux qui ont pu assister au discours, et au-delà du chaos et des menaces. Ce qui est certain, c'est que les menaces effectivement existent, et là où nous avons à être vigilants, en tant qu'hommes et femmes éclairés, en tout cas pour ce que l'on considère au Grand Orient de France, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. Et qu'effectivement, lorsque vous adhérez au Grand Orient de France, et que vous auriez eu l'idée d'entrer dans un antisémitisme, un racisme, une xénophobie qui s'exercerait par les actes ou par les mots, vous ne pouvez plus rester adhérent de l'association. Soit vous partez, soit nous vous exclurons. Et c'est très clair, parce qu'il y a un ennemi qui est consubstantiel aux Lumières et à nos idéaux universels et démocratiques que nous portons. Ce sont bien ces gens-là de la haine. Voilà. Et donc publiquement nous le disons, à l'intérieur nous l'assumons, et si demain il faut continuer à prendre des positions pour dire que des hommes et des femmes, même s'ils arrivent au second tour de l'élection présidentielle, et quel que soit leur mandat, ce ne sont pas nos idées. Et il y a des moments où il vaut mieux parfois mourir avec les siennes que vivre avec celles des autres. Parce que face à ces gens-là, il n'y a pas de différence de couleur de tablier, ni de gants, ni de cordon. Quand vous êtes face à un mur, peu importe la couleur et le rituel que vous pratiquez. Merci mon frère. Il est évident que à la Grande Loge nationale française, les propos ne sont pas tout à fait les mêmes. Contrairement à ce que ma sœur j'ai pu entendre, nous n'avons pas l'once d'un pouvoir, poussière d'étoiles, de croire que nous pourrions changer les choses. La seule chose que nous pouvons changer, c'est permettre à des frères de trouver leur propre chemin. Au-delà d'améliorer le monde, si nous pouvons, par nos rituels, par nos manières de nous comporter, par la maîtrise de soi, par les engagements, les respects de nos rituels immuables, si nous pouvons simplement permettre à des frères de s'élever, de rentrer en lui-même, de travailler sur lui, de travailler sa propre pierre brute, alors notre objet sera totalement réalisé. Bernard. Oui, nous à la Grande Loge Mixte Universelle, je rejoins ce qu'a dit Nicolas. Comme je pense, dans toutes les obédiences qui sont ici, les profanes doivent signer un papier comme quoi ils n'appartiennent pas à un mouvement extrémiste, raciste, sexiste. Et je sais que nous à la Grande Loge Mixte Universelle, nous avons expulsé, on a vraiment des frères et des sœurs, quand on les a vus qu'ils étaient dans des partis non conformes et extrémistes, ils étaient radiés de notre obédience. Et je crois qu'il va falloir être vigilant pour les années à venir et réfléchir justement si une situation extrême venait à arriver en France, comment on devrait se comporter. Et je sais que nous, à la Grande Loge Mixte Universelle, on travaille sur la culture de comment passer de la culture de la guerre à la culture de la paix. Et je crois que c'est important, cette culture de paix, car ça regroupe l'éducation, l'égalité homme-femme, le social. Je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant sur ces sujets en franc-maçonnerie. Tu as soulevé un point, quelque chose de très important. On entend dire qu'il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour un parti d'extrême droite aux dernières élections. Donc on n'a qu'à faire une portion congrue et dire qu'on accepte autant de pourcentage dans nos loges. À la Grande Loge Mixte de France, on considère qu'il y a un moment où il faut dire non. Parce qu'on est issu d'une tradition, que quand on est franc-maçon, on considère les humains tous égaux, et qu'il y a des idées qui ont été développées par certains prises de position qui nient l'égalité entre les êtres humains. À la Grande Loge Mixte de France, on ne vous donnera jamais aucune consigne de vote. Parce que le vote, c'est dans la conscience de chacun, dans le secret de l'isoloir, et il se forme d'une manière qui est le processus mental de chacun. Et ça, personne ne peut rien y dire. En revanche, comme grand maître de la Grande Loge Mixte de France, à chaque fois que je prends la parole dans un théâtre, je dis que vous pouvez voter pour qui vous voulez, mais il y a un moment où vous devez comprendre qu'en venant chez nous, vous avez adhéré à une charte de valeurs, et que ces valeurs-là
ne correspond pas à certains types de votes. Vous votez pour qui vous voulez, mais alors vous partez. Et si on sait que vous avez fait du prosélytisme, il y a un engagement, à ce moment-là, on a des outils réglementaires qu'il nous faut parfaire probablement, mais qui nous autorisent à vous demander, à vous raccompagner à la porte de notre institution. Il y a des moments où il faut savoir qui l'on est, d'où l'on vient, ce que l'on veut, et où on doit dire non. Philippe ? Lorsque nous sommes francs-maçons, nous avons une responsabilité. À la Grande Loge de France, nous ne faisons pas de politique. En revanche, il est inscrit dans nos statuts que nous œuvrons à l'amélioration de l'humanité et que sont importants pour nous la fraternité, l'humanisme, la tolérance. Les extrêmes, il y en a à gauche, il y en a à droite. Nous devons, en tant que maçons, nous parlions d'espérance, être un petit peu une lumière dans la nuit qui apporte l'espoir sur la planète, qui essaye d'apporter un peu l'amour parmi les hommes. Et effectivement, à la Grande Loge de France, si nous avions des frères qui se laissent tenter par des discours extrémistes, nous nous en séparons. Que l'amour règne parmi les hommes. Brigitte, alors, écoutez, je crois que... Oui. Juste une petite seconde pour dire que ce sera la dernière intervention parce que là maintenant nous sommes au bord du volume horaire qui nous était accordé. Voilà, donc une petite intervention courte et à moins que quelqu'un ait vraiment quelque chose de très très important à dire pour conclure, mais on va laisser Brigitte s'exprimer et peut-être apporter, c'est la seule femme, une forme de conclusion. Très rapidement cependant, nous avons les mêmes pratiques à la Grande Loge féminine de France. Lorsqu'une profane remplit son dossier, elle doit signer aussi un engagement respectant nos valeurs et notamment ne pas aller du côté des extrêmes. Donc ça, c'est clair et net. Du côté obscur de la force. Obscur de la force, tout à fait. Et donc, c'est assez clair. Et bien évidemment, on a procédé à quelques radiations il n'y a pas si longtemps. Et là, la main n'a pas flanché. Et nous aurons encore d'autres cas à trancher très, très prochainement. Voilà, ça, c'est une évidence parce qu'on veut éviter toute porosité. Et l'on veut vraiment être clair et défendre nos valeurs parce que nous sommes peut-être le dernier rempart. Voilà qui est dit. Merci en tout cas, merci à tous ces grands maîtres d'être venus parmi nous, d'avoir éclairé notre petite lanterne. Merci et à bientôt.